Voici venue l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de votre journal, en République démocratique du Congo, après la répression de la marche du samedi dernier, les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Mpoyo et Deli Sesonga ont de nouveau appelé hier à protester devant le siège de la Commission électorale nationale à Kinshasa contre le chaos électoral qui s'annonce, selon eux, dans le pays. La présidence de la Suisse au Conseil de sécurité des Nations Unies s'achève dans quelques jours, après un mois de mandat. Nous recevrons sur ce plateau de votre journal son Excellence Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire depuis 2019. Avec la diplomate, nous parlerons de ce mandat suisse à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis Qatar Gate, le parquet fédéral belge vient d'annoncer la libération de l'eurodéputée Eva Kaili, accusée d'être impliquée dans le scandale de corruption par le Qatar au Parlement européen. Elle n'est désormais plus obligée de porter un bracelet électronique. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Nous ouvrons ce journal en République démocratique du Congo. Après la répression de la marche du samedi dernier, les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Mpoyo et Deli Sesonga ont de nouveau appelé hier à protester devant le siège de la Commission électorale nationale à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, contre le chaos électoral qui s'annonce, selon eux, dans le pays. L'opposition congolaise dans les rues de Kinshasa, la capitale, jeudi. Elle entendait marcher vers le siège de la commission électorale pour dénoncer un processus chaotique à 7 mois de la présidentielle. Mais elle n'a pas atteint la CENI, la police, et ont bouclé tous les accès au siège de l'institution, avec à la clé un face-à-face tendu entre policiers et manifestants. Nous sommes venus pour protester contre la CENI, pas contre la police. La police est instrumentalisée par le pouvoir pour brimer nos libertés. Et ça, nous n'acceptons pas. Ce n'est pas la police, notre interlocuteur. Notre interlocuteur, ce sont les pouvoirs publics, c'est la CENI qui doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, et pas le reste. Le cortège, dirigé par les opposants Moïse Katumbi, Deli Sesonga, Matata Mpoyo et Martin Fayulu, entre autres, est bloqué par les forces de sécurité. Nous sommes dans nos droits. Nous ne pouvons en aucun cas nous livrer comme des bêtes de somme. Qu'on nous amène aux élections truquées et puis après que les Occidentaux, tout le monde va dire nous avons pris acte, we have taken note. Non, nous réclamons nos droits, les droits des Congolais qui ne sont pas encore nés. En visite en Chine, le président congolais a fustigé une opposition qui navigue à vue. À 7 mois de la présidentielle en RDC, l'ambiance électorale est déjà au rendez-vous. L'un des 4 derniers fugitifs recherchés pour le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 a été arrêté le 24 mai dernier en Afrique du Sud et sera jugé, ont annoncé hier jeudi les procureurs des Nations Unies enquêtant sur le dossier. Fulgence Kayishema est notamment accusé d'avoir assassiné avec d'autres individus plus de 2000 personnes réfugiées dans une église le 15 avril 1994. L'un des suspects les plus recherchés dans le génocide rwandais a été arrêté en Afrique du Sud après 22 ans de cavale. Fulgence Kayishema est soupçonné d'avoir orchestré le massacre de plus de 2000 personnes il y a près de 30 ans. Il est entre les mains de la police sud-africaine depuis mercredi, a annoncé ce jeudi un tribunal spécial mis en place par les Nations Unies. Ancien inspecteur de la police selon le tribunal, il a été inculpé de génocide, de complicité de génocide, de complot et de crimes contre l'humanité. Selon les procureurs, Kayishema a directement participé à la planification et à l'exécution du massacre de l'église de Nyangé en se procurant et en distribuant de l'essence pour incendier l'église avec les réfugiés Tutsis à l'intérieur. Le communiqué de la police rapporte que le suspect a été appréhendé dans une ferme viticole à environ 60 km du Cap. Il vivait sous le faux nom de Donatien Nibashumba. Il comparaîtra vendredi devant un tribunal avant d'être probablement extradé vers le Rwanda, a indiqué la police.
Élection générale en Mauritanie, les avocats de Biram Da Abed demandent sa libération immédiate. Le député mauritanien, récemment réélu, est en garde à vue depuis mercredi. La police le soupçonne d'avoir demandé aux Mauritaniens de prendre les armes si le scrutin n'était pas annulé. Hors du continent africain, Qatar Gate, le parquet fédéral de Belgique vient d'annoncer la libération de l'eurodéputée Eva Kaili, accusée d'être impliquée dans le scandale de corruption par le Qatar au Parlement européen. Elle n'est plus obligée de porter un bracelet électronique. Pour rappel, Eva Kaili avait été arrêtée en décembre 2022 et maintenue en détention jusqu'à la mi-avril 2023. Eva Kaili peut retirer son bracelet électronique, annonce du parquet fédéral belge ce jeudi, alors que l'eurodéputé serait impliqué dans le scandale du Qatar Gate. Eva Kaili avait été arrêtée en décembre pour des soupçons de corruption. Des sacs remplis de billets avaient été retrouvés à son domicile ainsi que chez d'autres suspects. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir reçu des fonds de Doha pour défendre les intérêts du Qatar dans les institutions européennes. Eva Kaili était assignée à résidence depuis sa sortie de prison mi-avril. Des dizaines de militants pour le climat ont manifesté ce vendredi à Paris, la capitale française, où s'est tenue l'Assemblée générale de Total Énergie. Alors que le groupe a connu des bénéfices records en 2022, plusieurs ONG et activistes climatiques avaient signé une tribune fin avril prévenant d'empêcher cette Assemblée générale. L'Assemblée générale du groupe Total Énergie s'est ouverte sous les critiques ce matin. Environ 200 militants pour la défense de l'environnement étaient mobilisés devant la salle Pleyel à Paris, où se tient la réunion des actionnaires. Certains ont tenté de bloquer l'entrée du bâtiment. Ils se sont fait déloger par la police avec du gaz lacrymogène. Ces activistes accusent Total de planifier toujours plus de projets dans les énergies fossiles et de ne pas bien répartir ses super profits. L'année dernière, des militants d'ONG avaient empêché des actionnaires de rejoindre l'Assemblée générale. Le mandat de la Suisse à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies prendra fin dans quelques jours. Dans votre journal, nous parlerons de ce mandat à la tête de cette institution mondiale très importante. Nous recevons donc à ce sujet son Excellence Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de la République de Suisse en Côte d'Ivoire depuis 2019. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, monsieur. Et merci encore une fois de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Merci à vous. Voilà. Alors, depuis le 1er mai 2023, votre pays, la Suisse, a pris les rênes du Conseil de sécurité des Nations Unies, une présidence qui s'achève dans quelques jours selon les règles des Nations Unies. Est-ce qu'on pourrait savoir à quoi a consisté votre rôle à la tête de cette importante institution mondiale chargée de la paix et de la sécurité dans le monde? Je crois qu'il y a deux rôles principaux. Le premier, c'est de fonctionner comme président de séance. Donc, vous gérez les séances des 15 membres du Conseil de sécurité et les séances qui sont à l'agenda, de toute façon programmées depuis un certain temps par l'ONU. Donc ça, c'était vraiment un très gros travail pour toute notre équipe à New York. Puis on a pu proposer aussi des sujets qui sont nos priorités thématiques pour nos 2 années de siège au Conseil de sécurité. Et dans le cadre de ces priorités thématiques, on a programmé 3 débats ouverts. Un sur la paix durable avec notre ministre des Affaires étrangères qui s'est déplacé à New York. Un autre sur la protection des civils, hier avec notre ministre de la Défense, qui a parlé aussi de toutes les opérations de maintien de la paix auxquelles la Suisse s'associe. Et puis un troisième sur protection des civils avec le président de la Confédération suisse. On est une confédération, on n'est pas une république. La Confédération suisse qui s'est déplacée à New York pour parler avec la présidente du CICR et le secrétaire général des Nations Unies de cette question de la protection des civils qui prend un tour d'actualité extrêmement important ces derniers temps, surtout avec ce qui se passe au Soudan. Donc en 4 semaines, on a réussi à faire 3 débats ouverts sur des sujets qui nous tiennent à cœur, en plus de tout le travail que le Conseil fait au jour le jour, de semaine en semaine. Et là, on va bientôt arrêter, comme vous l'avez dit, le 31 mai, c'est notre dernier jour. Justement, c'est donc dans quelques jours que va s'achever ce mandat, selon les règles des Nations Unies, comme nous l'avons dit. Est-ce qu'on pourrait savoir, avoir un bilan à mi-parcours, j'allais dire à la fin de ce mandat? Quel bilan en faites-vous? Moi, je crois que pour la Suisse, ça a été une occasion déjà unique. C'est la première fois qu'on est au Conseil de sécurité. On est à l'ONU seulement depuis 21 ans. Donc, d'être comme ça dans l'instance dirigeante de cette organisation mondiale, c'était un grand privilège.
Aussi beaucoup de travail derrière, mais qu'on a fait avec beaucoup de cœur et d'engagement. Puis ça nous a permis de positionner 3 sujets thématiques importants. J'en oublie encore un d'ailleurs, le 4e, c'est tout le travail sur les méthodes de travail de l'ONU. La Suisse fait partie d'un groupe de réforme des méthodes de travail de l'ONU. Et il y a eu les 10 ans d'anniversaire de ce groupe de réflexion qu'on a pu aussi mettre à l'honneur durant cette présidence. Donc ça tombait très très bien, on a bien articulé nos priorités et puis on a eu 3 ministres, enfin 2 et le président de la Confédération sur 7 membres. Je raconte qu'on a un exécutif gouvernemental d'uniquement 7 ministres et présidents. Donc 3 sur 7 qui se sont déplacés à New York à l'ONU. Je crois que ça a un bon bilan pour des discussions extrêmement enrichissantes. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de priorités. Justement, nous en parlons. La Suisse a-t-elle eu des priorités africaines pendant son mandat? Alors, la plupart du temps, pour les pays qui deviennent membres non permanents du Conseil de sécurité, on n'a pas de priorité géographique. Les priorités géographiques, elles sont données par l'actualité. Okay. Malheureusement, parce que le Conseil de sécurité gère des crises, donc vous gérez l'actualité. Les pays, quand ils arrivent comme ça pour 2 ans, ils ont des priorités thématiques plutôt. Et c'est ce que nous, on a mis à l'agenda. Et j'ai envie de dire, la protection des civils et la paix durable, ce sont 2 sujets qui concernent aussi l'Afrique. Pas seulement, on a tous des problèmes de ce type, mais c'est quand même 2 sujets qui collent bien à l'Afrique. Et l'autre priorité, c'est aussi le changement climatique sur la sécurité. Ça, c'est aussi un sujet qui impacte tout le monde. Très important. Et également, est-ce que vous avez bénéficié également du soutien de pays africains pour être à la tête de cette instance? Oui, quand a eu lieu le vote... Notamment de la Côte d'Ivoire. Absolument. En juin 2022, il y a eu le vote à l'Assemblée générale. On a été élus à 187 voix sur 190. Donc c'est un très, très bon vote. Et la Côte d'Ivoire nous a soutenus, bien sûr. Oui, on les remercie beaucoup. Vraiment, on a pu aussi échanger avec la Côte d'Ivoire qui avait eu, elle, un siège au Conseil de sécurité en 2018. Donc voilà, on a pu aussi échanger des expériences. Alors on sait que la Suisse, la politique étrangère suisse est caractérisée par son principe de non-ingérence ou de neutralité. Est-ce que ce principe, cette politique a été un atout pour la Suisse à la tête de cette institution? Bon, il est possible que pour voter la présence suisse au Conseil de sécurité, un certain nombre de pays sur la planète se soient dit c'est un atout, votons pour la Suisse. Mais on n'avait pas de concurrent direct non plus, donc je ne peux pas vous dire ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a d'autres pays neutres qui ont déjà siégé à l'ONU, donc l'un n'empêche pas l'autre. Neutralité ne veut pas dire indifférence et on se retire du monde. Neutralité, ça veut aussi dire on s'engage pour le respect de certains principes. Alors, neutralité ne veut pas dire indifférence, justement. Avec cette politique marquée du sceau de la neutralité, la Suisse a tout de même condamné la Russie dans ce conflit. Oui, évidemment, parce que dans ce conflit, c'est une agression d'un État sur un autre, un État souverain qui agresse un autre. Ça veut dire que la Charte des Nations Unies est violée, ça veut dire que le droit international est violé, le droit international humanitaire est violé. La Suisse, elle est dépositaire des conventions de Genève. Il y a le CICR et il y a l'ONU sur son siège. On a un pays de paix, on a un pays démocratique. Donc on tient à ces valeurs internationales. Donc il est de notre devoir de condamner ce qui est une violation flagrante de valeurs auxquelles on croit et sur lesquelles notre État s'est basé pour se construire. Et à ce titre-là, la neutralité n'a rien à voir. La neutralité, elle est sur le plan armé. Alors ça, c'est respecté, c'est-à-dire qu'on ne met pas de troupes à disposition, on ne livre pas d'armes, on ne livre pas de munitions à aucun des belligérants. Ça, c'est le droit de la neutralité. Tout ce qui est politique de neutralité, là, on a une marge de manœuvre. Et c'est vrai que vous l'avez dit, quand il y a eu les 3 votes à l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de l'Ukraine, la Suisse a clairement pris position, absolument. Et c'est compatible avec la neutralité. Excellence, votre mot de fin. Merci beaucoup pour votre 2e invitation en 2 mois. C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau, de parler à différentes audiences dans différents pays. J'étais venue il y a quelques mois pour Elview, une interview sur la Suisse. Vous me donnez toujours l'occasion de parler de mon pays, de ses priorités, de ce qu'elle fait, de notre image, de nos intérêts et de notre solidarité pour le monde. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Ça m'a fait très plaisir d'être sur ce plateau, encore une fois. Merci infiniment, Excellence. Nous recevons donc sur le plateau de votre journal son Excellence Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire depuis 2019. Et avec elle, nous avons parlé naturellement de la fin de la présidence de la Confédération de la Suisse à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci, Excellence. Merci beaucoup.
Religion pour terminer ce journal. Les chrétiens du monde entier s'apprêtent le 28 mai prochain à célébrer la Pentecôte qui marque l'effusion du Saint-Esprit sur les 12 disciples de Jésus-Christ, 50 jours après la Pâque marquant la résurrection du Christ. Découvrons dans cet élément vidéo la signification et l'historique de cette fête chrétienne. La Pentecôte est une fête célébrée à la fois par les Juifs et les chrétiens. À l'origine, cette fête commémorait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. À cette occasion, on offrait à Dieu les premiers fruits de la moisson. Peu à peu, cette célébration fut associée au souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse, c'est-à-dire à la fondation de la religion juive. Les chrétiens fêtent à la Pentecôte le jour où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Le livre des Actes des Apôtres raconte que les disciples parlent soudain toutes les langues et comprennent que Jésus est vraiment ressuscité. Ils font ce jour-là à Jérusalem beaucoup de conversions, car ils peuvent enfin s'adresser à tous. C'est le début de la propagation de la religion chrétienne. La Pentecôte chrétienne est célébrée le 7e dimanche après Pâques et clôt le temps pascal. Le lundi de Pentecôte demeure férié dans de nombreux pays, dont la France. C'est la fin de ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Nous avons été, comme de tradition, très heureux de vous présenter ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dieu vous bénisse. Bonsoir.